Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes dans 90 minutes au Bénin. Si aujourd'hui il a plu à certains éléments des forces armées de conclure que cela devrait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix? Me soumettre car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Propos du désormais ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, actuellement au main des mutins, avec lui des personnalités politiques dont des ministres et le président de l'Assemblée nationale malienne, la communauté internationale qui condamne l'acte et appelle à un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Des Maliens et Maliennes mitigés et quelque peu attentifs quant à la suite qui sera donnée à cette situation qui rappelle l'année 2012 dans ce même pays. Plusieurs points d'ombre, est-ce la descente aux enfers pour IBK? Comment colmater assez vite les brèches? La situation qui prévaut depuis hier, est-ce un cadeau empoisonné ou une aubaine pour le M5, la société civile divisée entre anti et pro-religieux? Quelle suite entrevoir pour ce qui se passe au Mali? Quelle solution pérenne de sortie de crise dans un Mali aux nombreux défis? L'instruction, la corruption et autres sur ce plateau et dans les 30 premières minutes. Avis et commentaires de nos débatteurs du jour. Nous sommes mercredi 19 août 2020. Arnaud Doumaron est déjà là, du côté de Fraternité. Bonsoir, bienvenue. Merci. Et face à lui, Virgile Aroncet de Crystal News. Bonsoir, Virgile, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Maman. On dirait également un mot au sujet de cette audience au palais de la Marina. Sakinatu Aruna, l'héroïne de l'Opara, celle qui a sauvé des personnes d'une noyade, était reçue en audience, citée dans l'ordre national du Bénin, la reconnaissance d'une bravoure. 90 minutes au Bénin, c'est parti avec les unes de la presse. Un tour rapide à Kadiaoun pour le quotidien de la nation, rentrée gouvernementale, un redémarrage sur une note inédite de 1960 à 2020, 16 législatures avec diverses fortunes. Le progrès face aux multiples appels à un second mandat, Patrice Talon prépare sa réponse. Et puis coup d'État au Mali, IBK et son Premier ministre aux mains des militaires. 4 chefs d'État attendus à Bamako demain. La presse du jour présidentielle 2021. Pourquoi Talon sera officiellement candidat? C'est à lire dans les colonnes de la presse du jour et puis médiateur de la République. Joseph Nyonofou rend public son rapport d'activité 2019. Le challenge élection présidentielle de 2021 au Bénin. Après le BR, Patrice Talon rencontre le bureau politique de l'UP demain. La preuve que l'homme n'a pas encore opéré son choix. On passe à Nord-Sud quotidien, un second mandat pour Patrice Talon. Les vraies questions qui se posent selon Serge Dossou-Yovo. L'événement précis, tractation pour la présidentielle 2021. Talon adhère au Bloc républicain pour pérenniser les acquis de la rupture. Sa candidature 2021 se dessine nettement, croit savoir l'événement précis et puis finance. Serge Ekwe, nouveau président de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Le Soleil Bénin Info, nouveau président de la BOAD. À chacun son destin, Serge Ekwe, Success Story. Autre journal, Le Pays émergent à présent. Triste souvenir d'anniversaire, 17 août 2010, 17 août 2020. Il y a 10 ans que disparaissait Pierre Urbain Danivor, un cadre émérite du ministère de l'économie et des finances. Voici l'hommage que lui rend Pierre Claver Rompet, un fils de ses. Et puis, actualité liée à Bomé-Calavi, commission permanente de la mairie d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandino renvoie les présidents à leur commission, à leur mission respective. On finit par le quotidien Maison Fraternité qui titre Montée des eaux dans les bassins du Bénin, le gouvernement tire la sonnette d'alarme. Éviter de surcharger les barques, sauver les biens et le bétail, dixit Martial Dessous, point focal nation du système d'alerte précoce. Et puis Serge Ekwe, nouveau président de la BOAD, coup d'État au Mali. Ce que l'on sait de la situation à Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté par les mutins, municipalité de Parakou. Arrêt Yaya Traoré, les observations du professeur Ibrahim Salami. Et puis en vérité, signé Moïse Dosoumou, alerte inondation. C'est parti pour le duel.
Retour plateau donc, il est déjà là, Vigile Aroncet, venu tout droit de Porto. Bien sûr, comme d'habitude. Merci à vous Virgile d'être là. Et Arnaud également, hein, qui est venu nous sauver d'une situation. Arnaud, merci d'être là. Je vous en prie. Merci d'être toujours à nos côtés pour nous aider à relever ce défi-là. Justement, on va droit au Mali. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un calme, mettons, est-ce qu'on peut dire calme précaire, mais un calme quand même qui a régné depuis que le président Ibeka a été déposé. C'est Gilles. Oui, c'est, disons, regrettable quand même hein, que le Mali, tout comme le Bénin, le Ghana, qui tenaient l'étendard de la démocratie, la bonne démocratie, on va dire, dans la sous-région ouest africaine, eh bien, que le Mali s'enfonce depuis 2012, vous l'avez rappelé, avec ce coup d'État, donc, et que 8 ans après, on réédite, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Mais bon, les questions sont là, on va les poser et on essaie de répondre au fur et à mesure. Est-ce que le Mali pouvait échapper à cela? Est-ce que ce bras de fer, n'est-ce pas, entre la société civile et les politiques qui couraient depuis juin dernier ne devrait pas, n'est-ce pas, aboutir par l'arbitrage? Est-ce qu'on n'avait pas vu ça, l'arbitrage donc de l'armée? Est-ce que cela n'était pas craint? On va y revenir. Vous parlez déjà d'arbitrage de l'armée ou c'est juste une manière, c'est un euphémisme? Non, je pense que tant que ça durait ainsi, dans ces genres de situations, dans ces genres de contextes, ce n'est pas la première fois, l'armée s'interpose. L'armée s'interpose. C'est vrai que quand on a écouté les premiers mots donc, de la colonel Issa, qui est porte-parole de la tout à fait. Exactement. On comprend que, oui, ils avaient eux aussi leurs problèmes qui n'étaient pas moins graves que les problèmes que posaient déjà l'imam Diko et les siens, n'est-ce pas? L'armée aussi avait des problèmes qu'elle posait. Et je crois que le tout mélangé, ces poutistes se sont dépêchés, n'est-ce pas, de se mettre en selle pour arrêter les choses, on va dire. Oui, Arnaud, première réaction par rapport à ce qui se passe au Mali. Est-ce que vous avez l'impression que l'armée est venue apporter vraiment le salut, un peu comme le nom donné à cette junte militaire? Non, je ne le pense pas. Je suis de ceux qui pensent que rien ne vaut la démocratie et que les militaires reviennent aux affaires, c'est pas toujours indiqué. Donc je pense fondamentalement que c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que vous savez que dès lors qu'on parle du système de transition, on ne sait jamais combien de temps ça dure et on ne sait jamais les tournures que cela doit prendre. Donc fondamentalement, on peut dire que c'est déjà à décourager le fait que les militaires reprennent le pouvoir. Vous avez vu qu'il y a ailleurs, que vous avez, je vais parler notamment de la France, vous avez vu tout le problème des Gilets jaunes, tout ce que cela a entraîné, le régime du président Emmanuel Macron qui a souffert des mouvements de Gilets jaunes. Mais on n'a pas vu les militaires reprendre le pouvoir en France. Donc il dit quelque part, nous avons un problème peut-être un peu plus fondamental dans nos États africains, où dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'armée se sent obligée de revenir prendre aux affaires. Mais pas me dire que si d'ici là, on dit chez nous aussi que bon, ça ne va pas, il y a telle chose que les armées viennent reprendre les affaires, vous n'imaginez pas le recul dont nous allons parler, par exemple, sur monsieur au Bénin, après avoir passé le cas, par exemple, de 90, où depuis 90, nous vivons quand même le vent de la démocratie. Je suis d'accord avec ses hauts et ses bas, mais c'est toujours mieux que nous ayons des militaires aux affaires. Donc, je pense fondamentalement que c'est des situations qui sont tout à fait à déplorer et que l'armée aurait pu se garder d'intervenir, surtout en ce moment où, quand même si on n'a pas totalement sorti de l'auberge, on n'a pas totalement résolu la crise malienne, on est quand même en train de trouver quelques solutions entre les différentes parties. Donc, je crois fondamentalement que c'est à déplorer que l'armée revienne aux affaires. Justement, est-ce que la médiation de la CEDEAO a finalement péché par quelques incompréhensions? Non, c'est la CEDEAO elle-même qui, de mon point de vue, est un péché qui a péché parce que, vous savez, revenons à l'historique de ce qui a abouti aujourd'hui à ce coup d'État. Oui, allez-y. Eh bien, il s'agit des élections mal négociées, des élections, on va dire les choses clairement, qui n'ont pas été gagnées par Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka. Mais il s'est arrangé avec sa cour constitutionnelle, n'est-ce pas, pour refaire le score et gagner 31 députés qu'il n'a pas pu gagner à travers les urnes. Et c'est parti depuis
le 5 juin. C'est pour ça que le mouvement s'appelle le mouvement M5, mouvement du 5 juin. Et donc, cette revendication où le président Ibeka avait la possibilité, n'est-ce pas, de revenir, d'écouter, il a, c'est vrai, laissé quelques laisses, mais cela n'a pas été suffisant. Et disons, il a 48 heures encore, il aurait pu, n'est-ce pas, céder sur quelques trajectoires que on n'en serait certainement pas là. Le coup d'État ne serait peut-être pas intervenu. Je veux dire quoi? Je veux dire que le problème, comme le dit Arnaud, ce n'est pas seulement de dire oui, nous sommes dans une belle démocratie et ça évolue avec des hauts et des bas. Mais ça évolue de quelle manière? Quand les Maliens ont été floués, n'est-ce pas, par Ibeka, quand les Maliens ont sanctionné la gouvernance de Ibeka, puisque c'est cela la démocratie. La démocratie, c'est, eh bien, vous dites vos aspirations, nous vous choisissons, nous votons pour vous. Et quand vous vous en éloignez, eh bien, nous vous sanctionnons à travers les urnes. Mais quand la gouvernance n'est plus celle qu'on a promis, quand les aspirations ne répondent plus aux aspirations du peuple, n'est-ce pas, et que le peuple sanctionne, et que vous empêchez cette expression, n'est-ce pas, du peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la démocratie a prévu en ce moment-là? Quand les Maliens entrent dans les rues et manifestent depuis le 5 juin dernier, et manifestent fort, envoient donc ce signal-là, eh bien, n'est-ce pas une expression démocratique également que de manifester, que de dire, est-ce que ce n'est pas à écouter? Est-ce qu'il n'a rien à faire? Mais le Ibeka avait déjà commencé quand même par lâcher du lest en essayant de revoir son gouvernement et en donnant peut-être suite à ce mouvement du M5, non? Et vous avez entendu la réponse donc comment on l'appelle, de l'imam et de son groupe. Et donc, ce n'était pas suffisant, mais en même temps, l'imam disait qu'il ne voulait pas la peau de Ibeka. Oui. Il ne voulait pas sa peau, il pouvait rester, mais il fallait, n'est-ce pas, céder encore plus de terrain. Comment on peut comprendre que l'imam puisse dire qu'il ne veut pas la peau de Ibeka? Je l'ai d'ailleurs suivi hier sur RFI, où il disait que ce qu'il sait faire le mieux, c'est d'être imam et que, Inch'Allah, il souhaitait rester imam. Pourquoi est-ce qu'on est parti d'une telle affirmation pour aujourd'hui en arriver finalement à déposer Ibeka alors qu'il a été élu démocratiquement? Oui, je suis d'accord, mais c'est là, c'est la dernière note là pour dire que je suis d'accord que lorsque les peuples sont opprimés, lorsqu'il n'y a pas une expression, les peuples n'arrivent pas à s'exprimer, cela peut déborder. Mais c'est la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, c'est tout de même qu'on a quand même enclenché un processus. On a quand même vu qu'à un moment donné, Ibeka qui faisait la sourde oreille a fini par lâcher. Il a été contraint par la CEDEAO d'ailleurs. Il a même été construit d'abord par la rue, par le mouvement populaire. Et il a commencé par laisser du risque. Nous avons vu des présidents africains ici ou chez nous, malgré les soulèvements de la rue, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont rien cédé du tout. Mais ça n'a pas été le cas de Ibeka au cours de ces dernières semaines. On a remarqué qu'il y a eu à un moment donné une ouverture. Et les deux partis quand même sont en pourparlers. Où on dit, bon, d'accord, nous acceptons telle partie, mais nous souhaitons quand même que fondamentalement qu'il y a tel qui se pose, que fondamentalement nous voulons encore plus. Et on se dit que quelque part, il y a une petite ouverture et aujourd'hui, on devait peut-être poursuivre dans cette dynamique-là. On ne devrait pas souhaiter le retour aux affaires. Le reste, je suis d'accord avec vous. Si nous sommes dans des pays où vous empêchez l'expression populaire, parce que surtout les États démocratiques, où les peuples ont déjà acquis cette expression démocratique, un peu comme le Bénin aujourd'hui, où nous sommes habitués à aller sanctionner au niveau des urnes. Et lorsque vous empêchez le peuple de vous sanctionner, d'exprimer, de s'exprimer sur votre gouvernance, ça peut dégénérer à tout moment. Ibeka a connu cela et moi, je pense, en tout cas, je continue de croire qu'en principe, on devait laisser le processus un peu aller jusqu'au bout. Ils vont finir d'une manière ou d'une autre par s'entendre sur un point donné. Donc, même malheureusement, les militaires reviennent aux affaires. Ok, d'accord, mais qui aujourd'hui peut nous dire fondamentalement ce qui va se passer après le retour des militaires aux affaires? Ce qu'on a vu sur les différentes chaînes de télévision, c'est qu'on a vu un président Ibeka un peu sonné, un peu sonné quand il prononçait son allocution. Est-ce qu'il aurait dû dire autre chose que de dire je démissionne? Je rappelle ce qu'il a dit. Il dit je démissionne. Pourquoi je voudrais en ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement durant les années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions
toutes mes fonctions à partir de ce moment et avec toutes conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Vigile. Ah oui, je pense que cette démission, c'est une réponse, n'est-ce pas, aux pressions qui ont commencé par arriver, les pressions donc de l'Union africaine d'abord, de l'ONU et puis de la CEDEAO, n'est-ce pas, qui commençaient par menacer les putschistes. Et donc, avec cette démission, c'est une nouvelle tournure, puisque c'est désormais lui-même, on va dire, qui a démissionné. Par ailleurs, même si on sait que le coup d'État était déjà, de fait, un arrêt donc, de son mandat. Et donc, c'est une réponse à la communauté internationale. Et ça change les donnes en même temps, parce que le voilà qu'il ait démissionné de gré ou de force, puisqu'il a habilement quand même dit, est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait le choix, oui. Certainement qu'il avait... pas certainement, il avait un fusil à la tempe, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, oui, mais dans tous les cas, de fait, il a démissionné. Désormais, vous l'avez dit, vous l'avez prévu également, est-ce que la CEDEAO ou l'Union africaine vont demander, n'est-ce pas, à ce qu'on l'impose? Je crois que de fait qu'il ait démissionné, ça change des choses en principe. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est que la junte militaire dit justement qu'il y a une transition politique et civile, des élections qui seront organisées, dont on ne connaît pas encore l'échéance. Une lutte contre la corruption sera engagée. Et il y a un coup-feu qui a été décrété de 21h à 5h du matin avec la fermeture des frontières. Est-ce que finalement le Mali, avec cette situation, est en train de sortir de l'auberge ou bien s'enfonce droit dans le mur? Évidemment, le Mali s'enfonce, c'est ce que nous déplorons tous. Le Mali s'enfonce avec cette situation. Et puis, c'est le peuple qui va davantage en souffrir. C'est pourquoi je disais qu'il fallait peut-être donner un peu plus de chance à cette médiation qui est en cours, tant au niveau de la CEDEAO et également à ce dialogue quand même qui a démarré entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, nous avons des militaires qui sont aux affaires, qui décrètent coup de feu. Nous avons la menace djihadiste qui est juste à côté, où les terroristes continuent de frapper au Mali. Mais en plus de ça, aujourd'hui, nous avons la sanction de la CEDEAO qui suspend toute transaction financière en direction du Mali et qui ferme les frontières au niveau de toutes les frontières, au niveau du Mali. Nous avons à côté ici, il a juste fallu une petite fermeture au niveau du côté du Nigeria. Et déjà, vous avez vu ce que nous subissons parce qu'il y a les produits qui doivent aller, des produits de transit. Il y a le commerce qui s'est arrêté, qui a pris un coup. Et donc, aujourd'hui, le peuple malien va davantage souffrir parce que ces frontières vont rester fermées. On va continuer, nous discutons avec les putschistes. La CEDEAO demande l'arrestation, en tout cas, et la sanction des putschistes. Et donc, nous allons rester dans ce dialogue-là, dans ce truc de sourd d'oreille-là. Et puis, finalement, dans ce dialogue de sourd, évidemment. Et puis, finalement, le peuple malien va davantage souffrir. Donc, je crois que je suis d'accord que IBK peut-être aurait plutôt prendre la mesure des choses, il aurait peut-être plutôt écouté son peuple, qu'on n'en serait peut-être pas là, mais je continue de croire que la solution n'est pas le coup d'État et le coup de force militaire. Alors justement, Vigile, à présent, comment combattre assez vite les brèches? Est-ce que vous voyez une population, j'ai suivi RFI cet après-midi, une voix populi, où des populations disent qu'elles ne comprennent pas pourquoi on est allé jusqu'à arracher le pouvoir à IBK, qu'elles souhaitaient. Est-ce que vous voyez une population accompagner vraiment la junte militaire qui est actuellement au pouvoir au Mali? Non, vous savez, cette notion de population, c'est un peu diffus. Oui. Hier, la même population vous dira qu'elle était à la place... la France, tout à fait. Voilà, donc ça dépend. Vous savez, s'il fallait célébrer IBK aujourd'hui, on trouverait au Mali des gens pour remplir les rues de Bamako. Et vous trouverez que ça également, c'est les populations. Donc, moi, je pense que c'est l'après qui est surtout très préoccupant. L'après-coup d'État. L'après-coup d'État, oui. Puisque c'est vrai, les putschistes, ils ont décliné leur programme, même si on ne connaît pas exactement le chronogramme, mais bon, ils ont déjà donné leur volonté, ils ont prouvé du moins leur volonté à collaborer et rester dans les accords internationaux, même si la CEDEAO se dépêche de sanctionner le Mali, de le retirer d'un certain niveau de l'organisation. Moi, je crois que c'est surtout ça qu'il faut éviter, parce que le Mali, ce n'est pas comme je ne sais quel autre pays. Le Mali était déjà sous la menace djihadiste, et donc
mal négocier cela, eh bien, c'est propager cette menace-là à toute la sous-région et très rapidement. Parce que nous sommes dans un contexte tel que tout a été annulé. Vous savez, la Constitution a été mise off, le Parlement, le gouvernement. C'est une situation que souvent ces gens d'organismes utilisent, exploitent rapidement pour, n'est-ce pas, dans ce flou qui court actuellement, s'installer, pour gagner un peu plus de terrain. Et ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, que ce couvre-feu du moyen a été décrété. De 21h à 5h voilà, que les frontières ont été fermées, même si la CEDEAO, encore une fois, ce sont pour moi des erreurs, de dire tout de suite que oui, on ferme les frontières, on isole le Mali. Mais si vous isolez le Mali risque de propager, enfin le mal djihadiste risque de se propager à travers le Mali. Donc je crois qu'il faut se préoccuper du Mali et aider les Maliens à quitter là cette zone rouge. Les putschistes ont montré leur disponibilité, je crois, à travers les premiers mots, à ne pas rester là, à instaurer une transition. Et si vous faites attention un peu, n'est-ce pas, au profil du chef de file des putschistes, le colonel Camara, vous voyez que c'est quelqu'un qui pouvait quand même se targuer d'une certaine intégrité, lui reconnu par les Maliens à ce jour. Un seul exemple, il a dirigé, n'est-ce pas, ce qui est du moins le Britannique militaire ici. Ils ont l'équivalent également là-bas. Il en a été le directeur. Et figurez-vous que sa propre fille a échoué 2 fois à cet examen. Exemple de sa rigueur. Et entre autres choses qu'ils ont relevé, c'est cette corruption dans l'armée. Tout à fait. Surtout au niveau, n'est-ce pas, des officiers supérieurs, avec comme conséquence les soldats, les hommes de rang qui allaient mourir en masse au front. Et donc, ça également, ils étaient venus pour poser ce problème, pour corriger cet état de choses. Autre chose à dire, mais vous parliez tantôt, Arnaud, de l'imam Diko. L'imam Diko, me semble-t-il, quand on a suivi les choses, n'est pas en intelligence avec ces putschistes. En tout cas, rien ne le révèle pour l'instant. Et quand vous dites que les négociations étaient en cours, oui, les négociations étaient en cours, mais les rues de Bamako n'étaient pas tranquilles non plus. Vendredi dernier, il y a eu encore de manifestations. Oui, mais lorsque nous parlons de négociations, il faut quand même qu'on finisse de négocier et que finalement qu'on dise, bon, voilà ce que nous retenons. Mais pendant qu'il y a négociation, il peut toujours y avoir des mouvements. C'est vrai, tout à l'heure, l'exemple de la France pour dire que le régime de Macron a souffert du mouvement des Gilets jaunes, mais pas pour autant. Mais je vous en prie, pour autant. Vous avez suivi toutes les violences que nous avons regardées. Nous avons suivi la même actualité en France, mais on n'a pas eu ça. On n'a pas eu des militaires, des hommes de l'armée reprendre le pouvoir. Pourquoi chez nous, au niveau du continent africain, nous avons cette facilité? Pourquoi? Je donne un exemple pour que, par rapport au Mali, que ça peut-être puisse servir d'exemple. Nous avons des chefs d'État qui se disent, nous avons peut-être le soutien de la France, nous avons le soutien des États-Unis, donc on peut faire ce qu'on veut. Si le président Ibeka m'a suivi, le président Macron, quand il était allé en Mauritanie pour la rencontre de G5 Sahel, au niveau de Nouakchott, même le président français, qui tout de suite a affirmé son soutien à Ibeka et puis dit que bon, il a tout son soutien, mais juste après cette déclaration de Macron, vous avez suivi également le soutien de la CEDEAO qui a suivi, comme si c'était un mot d'ordre lancé par Emmanuel Macron, et après tout le monde a suivi. Donc parfois, je dis que c'est ce qui trompe peut-être nos dirigeants africains. Et cela n'est pas exclu. Lorsque vous êtes au pouvoir, peut-être que vous êtes président béninois, vous avez entièrement le soutien de la France, vous constatez que bon, les entreprises françaises gagnent plusieurs marchés chez vous, et puis bon, avec le soutien de la France, peut-être le soutien de la communauté internationale, bon, ça va, vous déroulez votre programme, oubliant que quelque part, ce sont des hommes que vous digérez, quelque part, c'est un peuple qui vous a élu. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand vous prenez le cas du Mali. Et c'est passé. Ibeka a oublié à un moment donné que, quelque part, c'est un peuple qu'il dirigeait. Quelque part, c'est des populations qui sont dirigées. Et même avec le soutien de la communauté internationale, avec le soutien de la France, tout était permis. Justement, une question en 30 secondes chacun. Comment voyez-vous la suite de la situation au Mali? Rapidement. C'est extrêmement compliqué. Mais je dis, le fait de sanctionner la sanction prononcée par la CEDEAO, je suis tout à fait d'accord.
je suis tout à fait d'accord. Peut-être que cela va faire que la population très vite va comprendre que ce n'était pas la solution idéale. Et ça va peut-être mettre la pression sur les pochistes d'organiser très vite les élections pour le retour à la situation normale. de la démocratie. J'ai suivi par rapport à la ligne tout à l'heure qu'il y aura quand même une délégation qui ira au Mali. Ce n'est pas parce qu'on a prononcé des sanctions qu'on ne va pas continuer de discuter avec ceux qui sont pour le retour. Oui, Gilles, la situation au Mali, c'est quoi la suite selon vous? Non, la suite, on la connaît. Vous savez, avant le Mali, on a d'autres cas. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina à côté, où le peuple s'est exprimé ainsi, mais cette victoire-là, on va dire, qui la dirige, qui continue, n'est-ce pas, dans l'orientation voulue par le peuple. C'est toujours un groupe qui ne va pas toujours, n'est-ce pas, dans le sens de ce que veut le peuple. C'est ça qui est plus difficile et c'est ce que je crains pour le Mali. Mais encore une fois, je finis par la problématique par laquelle j'ai commencé. Quand nos dirigeants bafouent la démocratie, quand les gouvernants, nos dirigeants élus démocratiquement ne restent plus dans la ligne de la Constitution, dans la ligne, n'est-ce pas, de la bonne gouvernance, érigent d'autres principes en loi. Et on vous dira, oui, c'est la loi qui a dit. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Ça, moi, je n'aime pas la réponse, certainement. Arnaud dit que la réponse venue du Mali n'est pas la bonne. Je suis d'accord avec lui. Mais quelle est la réponse? Quelle est la bonne réponse? Je crois que nos démocraties sous les tropiques sont à repenser. Hein. Oui. Quand vous dites la France, mais ça ne se serait passé jamais en France, ces genre de choses. On a laissé librement quand même les même s'il y a eu quelques réflexions quand même de manifester. Exactement. Voilà, mais il y a d'autres pays où vous ne pouvez même pas du tout manifester. Justement, très bien. On va passer au sujet numéro 2. C'est bien que notre héroïne, depuis quelque temps, on en parle sur les réseaux sociaux. Elle a déjà été reçue par le ministre des Affaires sociales. Aujourd'hui, elle se retrouve au palais, au cabinet présidentiel. Pour vous, c'est une bonne initiative? Oui, Sakinatou Harouna, je pense. C'est bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est une très bonne initiative. Il faut saluer les valeurs et saluer le courage de cette jeune femme-là. Je ne sais pas si combien de mémoires vont pouvoir se jeter à l'eau comme ça. Nous avons l'habitude de dire, surtout chez nous, au niveau de nos hommes, en tout cas au niveau de l'armée, ceux qui gèrent ces situations, n'ont pas eu cette facilité de plonger pour aller à la rescousse de naufragés. Je crois que c'est à saluer. Elle mérite ces hommages-là, que cela puisse susciter d'autres envies, c'est certain, de pouvoir de pareille occasion. Mais il ne faut pas qu'il y ait quoi que... il suffit d'aller se jeter. Parce que... oui, Gilles, sur cette question, oui, Sakinatou Harouna. C'est pareil qu'à nous, hein. C'est à saluer et espérer que ça puisse susciter des émules, même si les autres n'aiment pas pour se jeter à l'eau. Oui, est-ce que vous pensez que c'est venu un peu trop tôt, cette reconnaissance, ou on aurait pu faire ça autrement? Elle est citée désormais dans l'ordre national du Bénin. Ah non, c'est pas venu trop tôt. Si elle devait prendre du temps, ces gens-là seraient décédés, déjà on n'en parlerait plus. Donc c'est pas du tout venu tôt. Moi, je souhaiterais plutôt que ces gens de reconnaissance, de remerciements à son endroit se multiplient plus tôt, même si c'est des particuliers par ailleurs. Ça, oui, ce serait très bon, n'est-ce pas, pour l'exemple, ne serait-ce que ça. Oui, Arnaud. Oui, des particuliers, parce que vous savez, quand on parle de... Vous pensez à qui? Aux journalistes aussi, à qui il y a évidemment des artisans. Oui. Vous voyez, quand vous prenez par exemple au niveau de l'ensemble artistique national, il y en a qui font un excellent travail. Je parle surtout à la découverte d'offres. Et donc, vous savez, dans chaque secteur, nous avons quand même des références, des gens qu'on pourrait quand même valoriser. On ne va pas quand même attendre que tout le monde se jette à l'eau avant quand même d'être décoré. Donc, je crois que fondamentalement, il faut que la nation soit... Quand on ne sait pas nager, quand on sait pas nager, et qu'on voit ce qu'on a à la télévision, on dit bon, il faut s'essayer la chose. Je crois que ce n'est pas un jeu. Mais pour faire plus sérieux, je crois que la nation doit être de plus en plus reconnaissante envers ses filles et fils, quoi qu'en soit le domaine de la matière, quoi qu'en soit le secteur d'activité. Et il le faut de plus en plus. Pourquoi pas vous et moi, dans la série de mérite. Je crois que c'est déjà arrivé que, bon, certainement que, sans doute que le chef de l'État apprécie le travail qui s'est fait, que ça viendra plus tard. Est-ce que vous avez prévu ça, qu'on reconnaisse un peu ces efforts de Sakinatou Harouna? 30 secondes. Si, moi je sais que des groupes s'organisaient, n'est-ce pas, pour lui manifester cette reconnaissance.
Maintenant que le chef de l'État le fasse, souvent il ne montre pas assez d'émotion, mais pour ça, il a cédé, donc c'est une bonne chose. Merci à vous, cher monsieur Vigile Avancé, merci d'être passé. À nous devons merci d'être passé. Tout de suite, le journal.